Alors imaginez le tableau, vous avez 4 ou 5 amis qui ont envie de jouer à un jeu de rôle, tout le monde est disponible et motivé, et certains ont même déjà réfléchi à leur personnage, et puis quelqu'un finit par poser la question qui tue. Bon, du coup c'est qui fait MMJ? Et là, silence dans la salle, tout le monde veut bien partir à l'aventure, là-dessus il n'y a pas de problème, mais passer de l'autre côté de l'écran, oh, alors là, ça c'est une autre affaire. Et ça, c'est parce que dans l'imaginaire de beaucoup de rôlistes, devenir maître du jeu revient à accepter simultanément le travail d'un auteur, d'un arbitre, d'un comédien, d'un responsable de colo, d'un improvisateur, d'un organisateur de soirée, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Bref, ça fait beaucoup de casquettes en somme, beaucoup plus en tout cas que de simplement faire joueur. Ce qui, dit comme ça, ne donne pas forcément super envie, faut se l'avouer. Alors aujourd'hui, j'aimerais démonter un petit peu toutes ces idées reçues comme ça sur le rôle de maître du jeu. Non pas pour prétendre que mener une partie de jeu de rôle ne demande absolument aucun effort, car oui, comme on l'a dit, le MJ possède davantage de responsabilités qu'un joueur et doit généralement préparer quelques petites choses comme ça avant la séance. Mais le truc, c'est que entre ça demande un petit peu de préparation et l'espèce de parcours du combattant que certains imaginent, il y a quand même une sacrée différence, je peux vous l'assurer. Donc sans plus attendre, on va aller déboulonner un petit peu tous ces mythes autour du rôle de maître du jeu. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, on y va sans plus tarder. Hey, juste un petit message pour te dire que si tu souhaites soutenir la chaîne tout en enrichissant tes parties de jeux de rôle, tu pourras retrouver tout plein de super produits dans ma boutique en ligne. En plus de ça, le dernier projet en financement participatif est enfin arrivé pour t'aider à créer des scénarios de science-fiction, ainsi qu'une deck box pour protéger tes decks slivés, et sans oublier plein d'autres éléments vachement cool. Bref, je te laisse aller voir tout ça, le lien est en description. Profite bien de la vidéo. Alors on va commencer d'entrée de jeu par un sacré morceau qui va concerner les règles. Et cette idée reçue que le MJ se doit de connaître l'ensemble de ces dernières sur le bout des doigts comme ça, sinon il sera dans l'impossibilité de masteriser correctement sa partie. Et ce raisonnement, il sort pas de nulle part à dire vrai, parce que le MJ c'est très souvent la référence la plus proche quand on ne sait pas comment se passe tel ou tel truc dans le cadre du jeu. Et du coup, le raisonnement il paraît somme toute assez logique. Si tout le monde va me poser des questions en tant que MJ, je dois obligatoirement avoir toutes les réponses. C'est QFD. Sauf que, déjà de 1, dites-vous que même les MJ les plus expérimentés ne connaissent pas toutes les règles du jeu qu'ils maîtrisent. Et pour connaître certains MJ, je peux vous dire que ils connaissent 10% des règles. Mais je donnerai pas de nom, attention. Et à dire vrai, ils connaissent surtout les règles qui reviennent régulièrement dans leur partie. Et pour tout le reste, ça se résumera surtout à une petite vérification rapide par-ci par-là, si jamais c'est possible. Ou bien dans la majeure partie des cas, ils inventent un petit truc comme ça, boulonné sur le tas, qui répond à peu près à la situation. Du genre, si un PJ doit sauter un obstacle, normalement, faudrait aller lui demander un jet d'athlétisme avec des avantages patin coup fin si on suivrait bien les règles. Mais là, pour le coup, le MJ sait pas trop, donc il va demander, je sais pas, un test de ce qui lui semblera le plus plausible, et ça sera un test d'agilité, voilà. Ça fera l'affaire sur le coup, et en vérité, ça fera très bien le taf, oui. Tout simplement parce que toutes les règles d'un jeu de rôle ne fonctionnent pas du tout comme celles d'un jeu de société traditionnel, où le cadre est clairement délimité par un ensemble de règles précises, principalement là pour assurer la stabilité de la partie. Et si je devais prendre une métaphore un brin plus parlante, dites-vous que les règles d'un jeu de société, c'est un peu comme une notice de meuble Ikea. Elle vous indique quelles pièces existent, comment les assembler, et dans quel ordre procéder, et si vous commencez à ignorer des étapes, il y a de grandes chances que la table, en fin de compte, elle se casse la gueule et elle s'effondre sur elle-même. A l'inverse, les règles d'un jeu de rôle ressemblent davantage à une sorte de boîte à outils. Elles vous donnent de quoi résoudre la plupart des situations classiques qui se présentent avec quelques indications sur les utilisations typiques de chaque outil. Et puis après, c'est à vous de bidouiller. Car oui, les joueurs vont forcément finir par produire une situation qui n'a pas été prévue noir sur blanc dans le livre des règles. Genre attacher 2 boucliers sous une table pour faire une luge afin de dévaler les escaliers. Je crois pas qu'il y ait un chapitre précis sur ce type d'action dans n'importe quel livre de règles. En vérité, ce qu'un MJ doit savoir faire, c'est maintenir la partie en mouvement lorsqu'une incertitude apparaît. Show must go on, comme disent les Anglais. Alors ok, parfois la règle est facile à retrouver. Dans ce cas, vous ouvrez le livre, hop, vous prenez 30 secondes grand maximum comme ça et vous vérifiez un petit peu le tout. Et parfois, vous aurez un petit coup de chance, ce sera l'un de vos joueurs qui connaît précisément le fonctionnement de la capacité qu'il utilise ou de la règle en question. Donc vous lui demandez et hop, ça roule. Mais par contre, si trouver la bonne règle va vous demander de fouiller 4 chapitres et une FAQ pendant que tout le monde attend là les bras ballants, tout ça pour se rendre compte que la moitié du temps, cette fameuse règle n'existe tout simplement pas. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement dire que pour ce soir,
on va considérer que ça se passe comme ça et que vous vérifierez peut-être plus en profondeur plus tard. En fait, il faut surtout se concentrer sur ce qui constitue le noyau dur du système de jeu. Comment résoudre une action, comment fonctionne un combat, comment gérer les blessures et quelles ressources principales les PJ vont être amenés à utiliser au cours de l'aventure. Puis après, vous pouvez placer 2 ou 3 marque-pages sur quelques tableaux importants ou pages importantes dans le livre et demander à chaque joueur quand même de connaître au moins les capacités de son propre personnage. Et vous verrez que rien qu'avec ça, ça suffira largement pour commencer et rouler jeunesse. Alors le deuxième mythe sur notre liste est probablement celui que les maîtres du jeu plus expérimentés entretiennent avec pas mal d'enthousiasme, c'est l'idée qu'il est absolument nécessaire de préparer des dizaines d'heures la moindre partie de 4 heures. Et quand je dis que nous, MJ un peu plus expérimentés, on aime entretenir ça, c'est parce qu'on aime bien parler de tout le travail qu'on a abattu en amont pour préparer une séance et raconter comment, malgré tout ça, nos joueurs ont réussi à éviter la moitié de ce qu'on avait prévu. Un peu comme pour faire office un petit peu d'exutoire à notre frustration face à ce temps que l'on considère comme perdu. Et j'englobe là-dedans un petit peu toutes ces petites expériences de MJ que l'on partage à tout va et qui font que, vu de l'extérieur, la masterisation ressemble pas vraiment à un truc cool, mais plus à un travail à temps partiel non rémunéré. Et là-dessus, pour déboulonner ce mythe, il est très important de distinguer 2 choses. Ce qu'un MJ aime préparer et ce dont une partie a réellement besoin pour fonctionner. Et croyez-moi qu'il existe un véritable gouffre entre les deux. Et sur ce point, j'en reviens encore et toujours à la fameuse loi de Pareto, qui dit qu'environ 20% de nos efforts produisent 80% du résultat, et qu'il faudra ensuite fournir 80% d'efforts pour combler les 20% restants. Alors évidemment, attention, je suis pas en train de vous pousser comme ça à faire des calculs savants dans tous les sens, pour savoir si votre PNJ aubergiste représente précisément 4,7% de votre séance. Non, bien évidemment. L'idée à retenir, c'est surtout qu'une petite partie de votre travail de MJ, de préparation, va produire généralement l'essentiel du résultat, tandis que peaufiner tout ce qui reste pourra vous demander une quantité d'efforts complètement disproportionnée, du moins pour une simple partie entre amis. Car oui, dans beaucoup de parties, c'est juste une poignée de petits éléments comme ça qui vont réellement porter toute la soirée. Une situation de départ assez claire, 2 ou 3 personnages avec des motivations elles aussi assez claires et compréhensibles, quelques lieux, un danger et suffisamment d'informations pour que les joueurs puissent prendre potentiellement des décisions. Alors bien sûr, tout le reste de la préparation peut vous être utile, hors ces éléments fondamentaux. Ça peut vous rassurer, vous donner des idées, vous aider à réagir lorsque les joueurs prennent une direction complètement inattendue. Mais ce n'est pas forcément ce qui va vraiment faire tenir la partie en tant que telle. Imaginons un exemple très simple. Dans un village isolé, il y a plusieurs habitants qui ont disparu près d'une ancienne carrière. Il y a la doyenne qui va demander aux personnages de les retrouver, et au cours de leur investigation, ils pourront rencontrer un contremaître qui affirme que la carrière est condamnée depuis des années. Mais en réalité, il ment parce qu'il y organise secrètement des fouilles. Des fouilles qui ont perturbé une créature au fond de cette dernière qui se met à traquer des gens. Ce qui fait que dans ce petit scénar, vous pouvez préparer le village, la carrière et la zone un petit peu où se trouve le monstre, vous notez 2 ou 3 obstacles possibles, obtenir la vérité auprès du contremaître, atteindre l'antre de la bête et la zone de combat contre celle-ci. Après ça, il vous manque ensuite que quelques noms, quelques difficultés adaptées au système, et éventuellement les caractéristiques de quelques adversaires. Et puis, c'est bon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de savoir qui gouverne le royaume voisin, de trouver un nom pour chaque habitant qui passe, ou encore, je sais pas moi, de rédiger le menu complet de l'auberge, quoi. Car comme je l'ai dit, une préparation utile répond surtout à des questionnements que vous risquez réellement de rencontrer pendant la séance. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut quoi dans tout ça? Quels lieux les personnages peuvent-ils visiter? Qu'est-ce qui rend leur objectif difficile à accomplir? Que peut-il arriver s'ils ne font rien? Etc., etc. Autant de réponses préalables qui vous donneront du matériel avec lequel jouer, sans pour autant vous demander des heures et des heures de préparation à tout va. Et à l'inverse, écrire à l'avance toute la succession des scènes que vous avez scrupuleusement prévues pourra vous demander énormément de temps, tout en vous rendant beaucoup plus vulnérable dès que les joueurs prennent une autre direction. Et là-dessus, je vous renvoie à mes vidéos sur l'improvisation, où je vous montre comment poser des situations initiales, plutôt que d'écrire tout le déroulé d'un scénario à l'avance. Ce qui fait que je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, et je vous invite à aller voir la vidéo, bien évidemment. Et puisqu'on parle de l'improvisation, tiens, excellente transition, oui je sais, c'est ma vidéo, pour parler d'un autre mythe qui a la dent dure concernant la masterisation, le fait qu'il faut être un maître absolu dans l'art de l'improvisation pour être maître du jeu. Alors oui, vous avez peut-être déjà vu un MJ donner instantanément un nom comme ça, une histoire familiale, une personnalité unique en son genre, au moindre marchand lambda que les joueurs viennent interroger comme ça sans aucune raison. Et quand on voit ça, on se dit que nous de notre côté, on n'aurait rien trouvé de tout ça quand on débute, que le marchand se serait appelé Gérard après 15 secondes comme ça de silence pesant,
et qui serait uniquement capable de balbutier 3-4 mots maladroits par-ci par-là. Et là, je voudrais un petit peu démystifier l'improvisation, parce qu'il faut bien comprendre que l'improvisation en jeu de rôle, c'est pas un pouvoir magique permettant de produire du contenu brillant comme ça, pouf, à partir du vide. La plupart du temps, ça consiste à déplacer, combiner ou adapter ou faire répondre des éléments qui ont déjà été un petit peu réfléchis en amont. Reprenons notre histoire de carrière, tiens. Bon admettons que vous aviez imaginé que les personnages parleraient à la doyenne, puis iraient confronter le contremaître pour lui soutirer l'information qu'il engage secrètement des ouvriers pour aller travailler dans cette fameuse carrière à la nuit tombée. Mais le truc, c'est qu'au lieu de ça, vos joueurs décident soudainement d'aller interroger l'aubergiste, un personnage auquel vous n'avez donné aucun nom ou quelconque importance dans votre scénario. Bon là, nulle raison de paniquer, vous n'avez pas besoin de créer soudainement une nouvelle intrigue autour de ce fameux aubergiste. Au lieu de ça, vous pouvez partir dans l'idée qu'il dit avoir vu le contremaître partir plusieurs nuits durant avec des ouvriers vers la dite carrière. Ce qui fait que vous fournissez la même information que s'ils étaient partis cuisiner le contremaître, mais que celle-ci arrive par un autre chemin que celui que vous aviez prévu. Et pour ce qui est de son nom, la petite astuce, c'est de simplement aller sur un générateur de noms aléatoires sur internet, comme behindthename.com, un peu avant votre séance, et de préparer une liste de 10 noms masculins et 10 noms féminins que vous prendrez comme ça à la volée quand viendra le moment de divulguer le nom d'un PNJ non prévu dans le déroulé de votre histoire. Et quant à sa personnalité, là encore, nul besoin de vous encombrer avec une fiche de PNJ ultra chargée. Écrivez juste comme ça quelques traits rapides sur un bout de papier en amont de votre partie, comme stressé, méfiant, sympathique ou peu affable, enfin bref, vous voyez l'idée, et vous verrez que cela suffira amplement à faire le taf pour des personnages secondaires, du moins on pourrait les appeler comme ça. Et au-delà de tout ça, faut bien garder en tête aussi qu'improviser ne signifie pas de devoir accepter toutes les propositions de vos joueurs, car après tout, une partie de jeu de rôle possède un monde, des règles et des limites, bien évidemment. Par exemple, si les joueurs demandent à convaincre le roi avec leur personnage d'abandonner son royaume grâce à une seule phrase comme ça bien tournée, vous pouvez répondre que c'est pas possible, quoi, voilà. Pas besoin de vous dire que vous allez devoir improviser ça sur un malencontreux jet de dés, imaginons si le mec fait un coup critique. Vous pouvez toutefois leur expliquer ce qu'ils pourraient raisonnablement obtenir. Une audience privée, pourquoi pas, un délai avant l'exécution d'un prisonnier, ou un entretien discret avec un conseiller royal. Bref, voilà, on reste dans des eaux un peu plausibles. Et qui va pas vous demander une improvisation de zinzin en improvisant comme ça un roi qui abandonne son royaume parce qu'on lui a fait une phrase bien tournée. Parce que le rôle du MJ dans tout ça, c'est pas de suivre les joueurs dans chaque direction en inventant un nouveau jeu à chaque fois. Il doit comprendre la situation dans laquelle baignent les joueurs, écouter leur intention et faire réagir ce qu'il a préparé. Là, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur l'improvisation pour voir un peu plus en profondeur cette technique de poser une situation et la faire réagir aux intentions des joueurs, plutôt que de surpréparer le moindre détail. Et lorsque vous ne savez vraiment pas quoi faire, revenez à des motivations simples et lisibles et déjà bien définies dans votre tête. Du genre, qu'est-ce que veut le méchant au fond? Qu'est-ce qu'il va chercher à faire suite à un petit peu tout le bazar qui est en train de se passer? Quel danger va menacer les PJ dans un futur proche? Ce qui va faire un peu une sorte de retour aux bases, comme ça, qui vous assurera de proposer quelque chose de cohérent, plutôt que d'essayer d'inventer un truc bancal sur le tas juste pour suivre les joueurs dans leur délire. Quatrième mythe sur notre liste, le fait qu'il est nécessaire d'être un excellent comédien et un conteur exceptionnel pour être maître du jeu. Alors ce mythe-là, je pense qu'il s'est probablement pas mal renforcé avec la popularité montante des actual plays. Je veux dire, il suffit de regarder certains des actual plays les plus connus. On y voit des maîtres du jeu extrêmement expérimentés interpréter des dizaines de personnages en réussissant à donner à chacun d'entre eux une personnalité différente, à suivre les joueurs dans pratiquement toutes leurs décisions sans avoir l'air pris au dépourvu, tout en maintenant un rythme impeccable et en faisant avancer une histoire qui semble se dérouler aussi naturellement que celle d'un film. Une sacrée performance qui peut nous faire penser de façon un petit peu fallacieuse que c'est la norme en termes de masterisation et qu'il est nécessaire de faire comme eux pour être un véritable maître du jeu. Ça fait beaucoup de guillemets tout ça. Alors déjà, faut pas oublier un truc, dans beaucoup de ces gros actual plays, les participants sont de vrais comédiens à la base. Ce qui fait que forcément, quand il s'agit d'improviser, d'incarner un personnage ou de donner du rythme à une scène, ça aide pas mal, quoi, voilà. Et dans les cas où c'est pas des comédiens, dites-vous aussi que le maître du jeu qu'on voit à l'écran est très souvent quelqu'un qui masterise depuis pas mal d'années. Ce qui fait qu'on en vient à comparer peut-être nos premières parties en tant que maître du jeu à des gens qui ont déjà des centaines, voire des milliers d'heures de pratique derrière eux. Je veux dire, c'est un peu comme si vous regardiez, je sais pas, une finale de Ligue des Champions avant votre premier match de foot, à 5 comme ça entre poteaux, et que vous en concluez qu'il faut être capable d'envoyer une transversale sur 40 mètres pour avoir le droit de toucher le ballon. Oui, techniquement, c'est bien du football dans les deux cas, mais ce sont ni les mêmes joueurs, ni les mêmes enjeux, ni les mêmes conditions, et surtout pas le même objectif. Parce qu'il faut pas oublier qu'un actual play, c'est aussi un spectacle pensé pour être regardé. Il faut essayer de maintenir un certain rythme, de rendre les personnages intéressants pour un public extérieur,
et parfois de faire tenir tout ça dans un format assez précis. Et généralement, il y a aussi une sacrée dose de montage, avec une équipe technique derrière, du matériel professionnel, et tout un travail réalisé en amont, dont vous ne voyez que le résultat final. Alors que lorsque vous masteriez chez vous, vous n'avez pas besoin de captiver comme ça plusieurs milliers de personnes pendant 3 heures, vous avez simplement besoin de faire passer une bonne soirée ou 3-4 personnes comme ça assises autour de la table. Sans oublier aussi d'en passer une bonne vous aussi en tant que MJ, ça aussi c'est important. Alors après oui, bien évidemment qu'une voix spéciale comme ça peut rendre un personnage mémorable ou qu'une interprétation intense peut porter une scène, là-dessus on est d'accord, et si vous aimez jouer ainsi, profitez-en et lâchez-vous, mais comprenez bien encore une fois qu'aucune de ces choses n'est obligatoire pour rendre un PNJ crédible aux yeux de vos joueurs. Et petit tips d'ailleurs sur ce point au passage, vous pouvez tout simplement décrire les réactions de vos PNJ au lieu de l'interpréter directement. Du style, le garde vous répond sèchement que vous ne pouvez pas rentrer dans le château, ou alors l'aubergiste arrive dans la pièce en vociférant et vous demande qu'est-ce que vous foutez ici. Ce qui fait qu'en faisant ainsi, vous avez permis à tout le monde de visualiser le personnage sans pour autant avoir eu besoin de l'interpréter comme le ferait un comédien. Et pour ce qui est du côté conteur professionnel, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul à raconter ce qui se passe autour de la table. Car oui, on a tout fait de croire que c'est le MJ qui va devoir tout dérouler comme le ferait un auteur de roman, mais en réalité, c'est une histoire à plusieurs mains qui s'écrit. Ce qui vous enlève déjà une sacrée charge mentale de la caboche, mine de rien. Et ce qui fait qu'en jeu de rôle, une bonne histoire n'a pas forcément besoin d'être une bonne histoire avant même que la partie commence. Très souvent, elle le devient justement pendant qu'on joue. Et même vos descriptions n'ont pas besoin de ressembler au moindre passage fabuleux de l'ami Tolkien. Si vous dites « le couloir est plongé dans l'obscurité, ça sent la terre humide et des traces de sang semblent provenir de derrière une porte en fer », voilà, les joueurs ont déjà largement de quoi visualiser la scène et commencer à se demander ce qu'ils vont pouvoir faire. Inutile donc de décrire comme ça pendant 4 minutes l'architecture complète du couloir et les moindres détails alentours. Tout ça parce que savoir raconter en jeu de rôle, ça consiste surtout à transmettre assez clairement les informations pour que les joueurs puissent se représenter la situation et agir dessus. Et les descriptions grandioses ainsi que les rebondissements parfaitement amenés auront tout le temps de venir avec l'expérience, je peux vous l'assurer. En bref, le maître du jeu, c'est pas un auteur qui protège comme ça à tout prix son scénario, pas plus que c'est un acteur chargé d'assurer seul le spectacle. Il donne aux joueurs des choses auxquelles réagir, puis il réagit à son tour, et ainsi de suite, ce qui fait qu'au fond, ça ressemble davantage à une sorte de ping-pong créatif, quoi. Et cela nous amène naturellement vers notre 5e mythe, qui dit que le MJ est le responsable attitré du plaisir de tout le monde autour de la table, un peu comme s'il était un géo du Club Med ou un moniteur de colo. Alors là-dessus, je dois faire un petit mea culpa, car oui, je participe en tant que youtubeur jeu de rôle à une partie de ce problème. Et oui, je l'avoue, voilà, oui, mais bon, je suis pas tout seul, attention. Car oui, à force de faire plein de vidéos pour parler de comment impliquer tous ces joueurs, de maintenir leur attention tout du long de la partie, de donner le temps de jeu à chacun, de gérer les joueurs perturbateurs et j'en passe, à force, on finit par donner l'impression qu'il faut manager une quantité astronomique de trucs dans une partie pour que les gens s'amusent réellement autour de la table. Mais ce qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, c'est que les joueurs, d'un point de vue collectif, j'entends, ont eux aussi une très grande part de responsabilité dans l'amusement global. Et je dirais même plus, attention hot take, une responsabilité supérieure à celle du maître du jeu. Collectivement, j'entends. Tout simplement parce que vous pouvez prendre le meilleur maître du jeu du monde, si vous le mettez en compagnie de joueurs récalcitrants ou peu coopératifs à l'idée de raconter une histoire à plusieurs, vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose d'incroyable. Alors qu'à l'inverse, vous prenez les meilleurs joueurs du monde et vous les mettez avec un MJ pas trop sûr de lui et qui débute, cela va au contraire porter ce dernier et grandement lui faciliter la vie. Et quand je parle de meilleurs joueurs du monde, je parle pas forcément de comédiens exceptionnels qui connaissent toutes les règles et vous délivrent des monologues de zinzin à tout va. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je parle simplement de joueurs qui acceptent de jouer le jeu. Des joueurs qui s'intéressent à la situation proposée, qui écoutent lorsque les autres parlent, qui laissent un peu de place autour de la table justement pour les autres joueurs, et qui donnent au MJ des choses sur lesquelles rebondir, tout en comprenant un peu aussi les limites de ce dernier et du scénario. En somme, c'est un petit peu comme en cuisine, si je devais refaire une métaphore. Philippe Etchebest ne vous fera pas un plat incroyable à partir d'ingrédients avariés. C'est tout bonnement impossible. Par contre, d'un autre côté, un cuistot débutant aura de très grandes chances de faire quelque chose de sobre, mais d'excellent s'il a des ingrédients de première qualité. Alors attention, je suis pas en train de vous pousser comme ça à faire le tri dans vos amis en leur faisant passer un test du parfait joueur. Bien sûr que non. Je vous dis ça pour que vous compreniez que pour ce qui est du plaisir global, vous n'êtes clairement pas le seul et unique responsable autour de la table. Ce qui est quand même déjà beaucoup plus rassurant. Car de ce fait, vous n'avez pas besoin d'être suffisamment talentueux pour porter comme ça sur votre dos 4 personnes pendant toute une soirée pour faire maître du jeu. Vous avez juste à vous entourer de joueurs qui savent que vous débutez, qui acceptent de vous tendre quelques perches et qui ont réellement envie
que la partie fonctionne. 6e mythe sur notre liste, l'idée que la moindre erreur de la part du MJ va inéluctablement ruiner la partie. Bah oui, parce qu'après tout, le MJ est censé être l'arbitre ultime de ce petit monde imaginaire. Donc dans notre tête, il devrait être capable de tout garder cohérent, de faire respecter les règles, de maintenir l'équilibre et de répondre correctement à chaque situation qui se présente. Enfin attention, ça c'est comment on l'imagine, hein, voilà. Alors oui, c'est vrai que derrière son écran, le MJ doit prendre quand même tout plein de petites décisions par-ci par-là. Est-ce que cette action nécessite un jet? Quelle difficulté choisir? Comment réagit tel PNJ? Qui le monstre va-t-il attaquer sourcil? Etc. etc. Ce qui fait que lorsque l'on débute en tant que maître du jeu, on peut facilement avoir l'impression que chacune de ces questions possède d'une façon ou d'une autre une réponse que l'on pourrait considérer comme parfaite. Et que le taf du maître du jeu consiste surtout à trouver cette fameuse réponse dans un laps de temps suffisamment court pour que personne ne remarque qu'il est en train de réfléchir autour de la table. Le truc genre c'est question pour un champion, mais en x2 ou en x3 quoi. Sauf que dans la plupart des cas, cette fameuse réponse parfaite n'existe tout simplement pas. Par exemple, imaginez que les personnages enfoncent une porte pour échapper à leur poursuivant. Si vous n'avez pas encore établi ce qui se trouve derrière, vous pouvez décider que cette porte mène droit vers la sortie, ou qu'elle donne sur la chambre du seigneur des lieux qui est en train de prendre son bain, ou qu'elle débouche malheureusement sur une caserne remplie de gardes qui vont les regarder d'un air médusé avant d'aller saisir leur arme. Bon, et du coup, laquelle de ces 3 décisions est la bonne, tiens? Il n'y en a pas. Ce sont juste 3 décisions qui produiront des scènes différentes, mais aucune n'est forcément plus juste que les autres, et aucun livre de règles ne pourra vous pointer vers une réponse prétendument parfaite. Et dites-vous surtout qu'en choisissant l'une de ces possibilités, vos joueurs ne verront jamais les autres. Pour eux, cette porte aura toujours mené à cet endroit, et il n'existe aucune version parallèle de la partie dans laquelle ils pourraient comparer votre décision avec les autres options possibles et vérifier si vous avez vraiment choisi la meilleure. Autrement dit, vous êtes souvent beaucoup plus sévère avec vos choix de maître du jeu que ne le seront réellement vos joueurs. Alors oui, vous pourrez toujours vous dire après coup, ah ouais, mince, j'aurais peut-être dû faire autrement, mais ça ne signifie pas que votre première décision était mauvaise. Ça signifie simplement qu'il existait plusieurs manières de faire avancer la partie et que vous en avez choisi une. Et qui plus est, une décision que vous considéreriez comme un peu bancale après coup ne vous enferme pas forcément dans une marche à suivre précise pendant les 3 prochaines heures qui vont suivre. Je veux dire, vous aurez toujours un petit peu l'occasion de réajuster le tir si besoin. Soit en adoucissant les conséquences si vous avez fait un choix qui vraiment met le groupe de PJ dans la merde, soit en laissant aux joueurs un peu plus de marge de manœuvre pour tirer leur épingle du jeu si vous les avez empêchés de faire quelque chose. Enfin, voyez l'idée, il y a toujours moyen de moyenner et de diluer un peu une mauvaise décision. Et si jamais vous faites une erreur qui est vraiment beaucoup trop visible, c'est pas la mort non plus, hein, ça se répare ça aussi. Par exemple, si vous réalisez que vous avez oublié le bonus d'armure d'un des personnages, vous pouvez simplement dire « Attends, j'ai oublié ton bonus là dans l'attaque précédente, en fait, l'attaque rate finalement, voilà. » Tout va bien. Et après, si c'est une erreur qui date un peu et qui remonte, vous n'allez pas non plus faire un rollback. Et vous pourrez juste faire comme ça un petit cadeau aux joueurs en compensation, en leur facilitant un peu la vie pour quelques scènes à la suite. Et pour finir, dites-vous aussi que vos joueurs accepteront généralement très très bien une erreur si vous la reconnaissez. La plupart du temps, ils seront même prêts à vous aider à trouver une solution pour la corriger et être en mesure de continuer la partie. Ce qui devient vite pénible en revanche, c'est le maître du jeu qui refuse toute discussion parce qu'il veut absolument préserver l'image d'une autorité parfaite en tout point, qui aurait toujours raison et qui ne ferait jamais d'erreur. Mais du moment que vous ne devenez pas ce type de MJ, vous n'avez pas vraiment à vous en faire. 7e mythe sur notre liste, le fait qu'il faudrait à tout prix être en mesure de proposer un scénario 100% original, comme si on devait justifier sa place derrière l'écran avec une idée extraordinaire que personne n'aurait jamais vue auparavant. Et généralement, c'est ce genre d'idée préconçue qui pousse la plupart des maîtres du jeu comme ça à imaginer un scénario complètement alambiqué, avec des intrigues politiques dans tous les sens, des mystères dignes des plus grands films d'enquête, et une révélation finale qui ferait tomber les joueurs de leur chaise. Enfin, du moins, ça c'est ce qu'ils se disent dans leur tête. Bref, vous l'aurez compris, ils surcomplexifient leur scénario en se disant que ça va forcément faire de l'originalité. Alors attention, hein, si vous avez réellement envie de partir là-dessus, allez-y, bien évidemment, hein, la création d'univers et de scénarios peut faire partie des grands plaisirs propres à la masterisation. Mais vous pouvez aussi commencer avec une caravane attaquée par des gobelins dans un univers médiéval fantastique relativement classique. Et il y a de très fortes chances que vos joueurs y prennent tout autant du plaisir. Car il y a un truc vraiment que je peux vous assurer, l'originalité d'un scénario ne détermine absolument pas la qualité de la partie qui va en découler. Je veux dire, une idée peut être extrêmement originale sur le papier et devenir une véritable purge à jouer si personne ne comprend ce qu'il est censé faire. À
l'inverse, une situation vue des dizaines de fois peut parfaitement fonctionner pour peu qu'elle donne envie et les moyens aux joueurs d'agir. Et d'ailleurs là-dessus, le gros avantage des clichés, si on peut dire, c'est qu'ils constituent des raccourcis très pratiques pour présenter votre univers. Par exemple, un sombre nécromancien qui veut détruire le monde avec son armée de morts-vivants, tout le monde voit rapidement de quoi on parle sans avoir besoin de 15 minutes de description. Ce qui vous facilitera beaucoup la vie en tant que MJ, car cela vous permettra de vous appuyer sur un imaginaire que vous partagez déjà avec les joueurs, au lieu de devoir expliquer et inventer chaque détail en repartant de zéro dans leur cerveau. Et au-delà de ça, apporter un petit peu d'originalité à une idée déjà connue est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit parfois de modifier un seul détail pour que toute la situation prenne une autre tournure. Je veux dire, si on reprend notre sombre nécromancien, et on dit que, avant de vouloir anéantir le monde, c'était un grand héros qui l'a sauvé 30 ans plus tôt. Tout d'un coup, les joueurs ne vont plus seulement se demander comment pénétrer dans son château pour le buter, ils vont aussi chercher à comprendre qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Est-ce qu'il a été corrompu? Est-ce qu'il a découvert quelque chose que le reste du monde ignore? Est-ce qu'il est encore possible de le raisonner? Etc. etc. Ce qui fait que vous avez conservé le nécromancien, son armée de morts-vivants et son projet de destruction mondiale, tout en rajoutant comme ça une petite ligne à son background qui vient de donner une sacrée touche d'unicité à tout votre scénario. Et j'ajouterai également qu'une situation que l'on pourrait considérer comme classique ne produira pas forcément une histoire absolument prévisible en tout point, car tout va dépendre de ce que les joueurs vont faire encore une fois. Dites-vous franchement que la majorité de l'originalité d'une partie apparaîtra naturellement autour de la table. Elle viendra des personnages, des décisions des joueurs, des résultats des dés et des détails que vous inventerez comme un petit peu en réaction de tout ça. Et enfin, je vous rassure aussi, utiliser un scénario déjà publié, un scénario du commerce comme on dit, ça reste une solution tout à fait valable. Je veux dire, il n'existe aucune médaille honorifique exclusivement réservée aux MJ qui font jouer que des scénarios maison. Vous pouvez parfaitement prendre une aventure déjà écrite, la garder telle quelle ou retirer ce qui vous plaît pas et adapter le reste à votre sauce, du moment que les joueurs ont de quoi s'amuser. Franchement, tout ira bien. Et enfin, 8e et dernier mythe sur notre liste, l'idée qu'il faudrait avoir passé plusieurs années en tant que joueur avant d'être suffisamment expérimenté pour pouvoir devenir maître du jeu. Un peu comme si le rôle de MJ c'était une classe de prestige comme ça dans un jeu vidéo que l'on débloquerait au niveau 30 de joueurs quoi. Alors oui, attention, avoir déjà joué aide évidemment. Je ne vais pas vous prétendre l'inverse, juste pour faire mon original dans cette vidéo. En tant que joueur, vous aurez pu comme ça observer le rythme général d'une séance, voir certaines règles être appliquées et découvrir différentes manières de masteriser. Vous aurez probablement aussi repéré quelques pratiques que vous aimeriez bien reprendre dans votre partie et d'autres que vous voudriez à tout prix éviter de faire revivre. Bien évidemment, tout ça vous donne des repères assez utiles, mais il faut bien comprendre que les rôles de joueurs et de MJ ne vous demandent tout simplement pas de faire les mêmes choses. Et certains réflexes propres au maître du jeu ne peuvent vraiment s'acquérir qu'en passant derrière l'écran. Du genre sentir qu'une scène commence un petit peu à s'essouffler, découvrir quelle quantité de préparation vous convient réellement et est adaptée à 4 heures de jeu, ou bien apprendre aussi à bien réagir quand ce que vous avez prévu part complètement de traviole. Bref, tout un tas de choses que vous apprendrez, comme je le disais, en masterisant. Et que vous ne risquez pas d'apprendre miraculeusement comme ça en étant joueur. Tout ça pour dire que vous pouvez vous lancer après 10 années de jeu, après 3 séances, ou parce que dans votre groupe vous êtes la première personne qui a accepté d'ouvrir le livre de règles. Il n'est jamais trop tard, ni même trop tôt, pour passer de l'autre côté de l'écran, je peux vous l'assurer. Alors finalement dans tout ça, pourquoi personne ne veut être maître du jeu? Sans doute parce qu'on donne une image assez intimidante de la masterisation. D'un côté, on montre des actual plays portés par des MJ super expérimentés, des comédiens professionnels et parfois toute une équipe technique, sans oublier aussi qu'on partage nos cartes immenses, nos accessoires et nos interfaces obsidiennes chargées comme jaja. Et de l'autre, on raconte aussi toutes les petites catastrophes, les joueurs qui ont ignoré 6 jours de préparation, tuer le PNJ indispensable au scénario, etc. etc. Et en gros, on voit beaucoup le meilleur et le pire de la masterisation, mais assez rarement la partie normale de celle-ci. Celle où le MJ arrive comme ça avec quelques notes, hésite sur une règle ou deux, improvise le nom d'un marchand à la volée et fait simplement jouer un scénario cool à quelques amis. Alors oui, ok, cette partie-là ne produira probablement aucun grand récit grandiloquent sur les réseaux, mais pourtant, elle pourra apporter ce que le JDR a de plus beau à offrir, un bon moment en bonne compagnie. Et au final, c'est tout ce qui compte. Et je pense sincèrement qu'une grande partie du plaisir de masteriser se trouve précisément là. Arriver avec une situation griffonnée sur une feuille, puis regarder ses amis s'en emparer pour lui donner une forme que vous n'auriez jamais pu prévoir tout seul. Tout ça pour ensuite voir quelques heures plus tard ce qui n'existait que dans vos notes devenir un souvenir que vous partagez tous autour de la table. Et puis, gardez une chose très importante en tête. Dites-vous que toutes les campagnes que vous avez aimées, qu'elles soient filmées ou pas, tous les personnages qui vous ont marqué et toutes les anecdotes de table que vous avez entendues ont toutes commencé avec quelqu'un qui a accepté un jour de passer derrière l'écran.
et cette personne n'était probablement pas parfaitement prête au départ. Elle avait peut-être quelques règles encore floues en tête, des notes mal rangées et une légère boule au ventre au moment de commencer. Mais elle a tout de même ouvert son écran de maître du jeu, regardé les autres joueurs et demandé « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Et c'est à partir de ce moment précis que toutes ces belles aventures ont pu arriver. Alors la prochaine fois que quelqu'un demandera « Bon bah alors, qui fait maître du jeu ?» Peut-être que vous serez la personne qui finira par répondre « Allez, je veux bien essayer ». Et très sincèrement, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Parce que personnellement, c'est un bonheur qui m'anime depuis plus de 20 ans et je regrette jamais d'être passé derrière l'écran. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.